Ravi de vous retrouver pour le tour d'horizon de l'actualité. Voici les grandes lignes à développer. Le pôle commercial du stade général Mathieu Kérékou en voie de finition. Les travaux avancent à grands pas. Visite guidée au cœur de cet espace commercial dans un instant. Une coalition d'experts contre les maladies rénales. Ils sont venus de divers horizons pour tracer des pistes de prévention et de traitement. Les premières journées scientifiques sur la néphrologie se tiennent à Cotonou. Des réflexions pour lever les barrières du cinéma béninois. Des enseignants-chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi examinent les goulots d'étranglement et invitent les acteurs à des solutions innovantes. Le deuxième programme d'action du gouvernement continue d'impacter différents domaines vitaux pour les populations. Aujourd'hui, nous nous intéressons au pôle commercial du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. La construction a démarré il y a un an. Jérôme Humbo nous amène sur ces espaces commerciaux. Nous sommes sur le site du pôle commercial et de restitution, le stade général Mathieu Kérékou. On a commencé les travaux depuis août 2022. Actuellement, nous sommes à un taux d'exécution de 68%. Et les travaux évoluent normalement. Il y a de cela pratiquement un an, on a démarré ces travaux. La consistance des travaux, c'est bien sûr la construction d'un pôle commercial qui devra abriter des espaces de vente. Bien sûr aussi des locaux techniques, des espaces administratifs. Mais qu'est-ce qui rentre dans ces espaces de vente? C'est que nous avons deux types. Le premier type, ce sont des étals. Le deuxième type, nous avons des boutiques. Les étals sont d'une superficie d'environ de 5 mètres carrés environ. Les boutiques, nous en avons deux. Nous avons la majorité des boutiques qui sont déjà environ 250. Qui ont une surface de 12 à 15 mètres carrés. Et nous avons des boutiques un peu plus grandes qui sont beaucoup plus situées au niveau de la façade principale du bâtiment. Après, pour accompagner ces espaces commerciaux, nous avons des petits restaurants qui donnent sur un parc urbain où nous avons des aires de jeu, des espaces verts. Et nous avons aussi de grands restaurants. Il faut aussi noter que le bâtiment est divisé en 4 quartiers qui, suivant la volonté du maître d'ouvrage, est d'abriter 4 types de produits nobles, la maroquinerie, la bijouterie, la cosmétique et le textile. Et dans chacun des quartiers, nous avons bien sûr les étals et les restaurants et les boutiques que nous avons. En tout et pour tout, nous avons environ 1000 étals, qui sont des petits espaces de vente, qui sont couverts par une toiture shed, toiture métallique un peu à l'instar des autres marchés que nous avons, les autres 9 marchés humains qui ont déjà été réalisés. Et les boutiques, nous en avons environ 300. Et après, nous avons 70 restaurants, donc ce qui porte un total de 1500 espaces à mettre à disposition des preneurs qui pourront s'acquérir de ces espaces à la fin du projet. Nous d'agbe bon peto de budo gweme na ba nous d'agbe bon nous de ni mene mi ton vivre ta mi ton we ndo jire mi yigbe nous de to gambio mi on mi yigbe bon mi na go sin fi bona iton mi e be mi me bi sin fi bon me bi mo teme iton akiona jebo azode to ganwa gbe obinamu Olivier mi tam me po mi ni ene o mi me po na mo sisa to gan ro dagbe wa be e o nu e fe to azento wa be e ro azento wa tam. C'est venu à point nommé, ça donne la joie au cœur de nous les usagers. Parce que ici, il y avait des incendies et c'était pas trop salubre.
Maintenant que les nouveaux marchés qui répondent aux normes internationales sont là, c'est de la joie. Et je crois que nous sommes très contents de ces joyaux que le président nous a offert. Rentrée solennelle de l'Ordre des avocats du Bénin, c'était vendredi à Cotonou. L'événement est placé sous le thème « L'indépendance de l'avocat et la consolidation de l'état de droit ». Que retenir de ce thème? Marcel Arossi et Jules Akoyikou. Quand l'indépendance de l'avocat vacille, c'est tout l'état de droit qui chancelle. Ainsi sonne l'alarme à ce rendez-vous crucial pour le monde judiciaire, placé cette année sous le thème « L'indépendance de l'avocat et la consolidation de l'état de droit ». C'est la rentrée solennelle de l'Ordre des avocats du Bénin. C'est notre socle. Lorsqu'on note à l'avocat son indépendance, l'avocat n'existe plus. Et quand l'avocat n'existe plus, l'état de droit est menacé. L'indépendance constitue la vertu cardinale que les gens de justice en général, les avocats en particulier, ont en partage. Nous avons le devoir tous ensemble, par nos efforts conjugués, de travailler avec constance et opiniâtreté à la préservation de cette indépendance conférée par la tradition et les lois de la République. Voici l'occasion d'aborder les idées de réforme. Les réformes judiciaires que nous menons ont pour objectif de rendre la justice plus accessible, plus efficace. Elle n'implique pas atteinte à l'indépendance de l'avocat. Les réformes, les avocats ne les refusent pas. Mais il faut qu'elles soient opportunes, mais pas opportunistes. Il faut qu'elles soient la vieille corde qui se noue à la nouvelle corde. Et que cela n'aille pas au pas forcé. Briller par l'éloquence, défendre avec conviction. Un défi relevé par le premier des lauréats du concours de plaidoirie 2024. Y a-t-il des causes si immorales qu'elles s'en trouvent indignes de la défense? Quelle est la pathologie si grave que le médecin doit renoncer à soigner? Entendez-moi bien, il n'y en a pas. En honorant l'éloquence et la réflexion, l'Ordre des avocats ne célèbre pas seulement l'excellence, il bâtit les fondations d'un état de droit solide et durable. L'association PEPCO Bethesda est connue comme une institution de microfinance, mais désormais, elle révèle aussi son implication dans la promotion de l'agriculture. Elle a organisé hier une visite de ferme de la commune de Djidja. Les membres du conseil d'administration et une délégation du personnel sont allés palper les fruits de cette diversification conduite par le directeur général de l'institution, Cyril Roussou. Voici le film de la visite avec Jérôme Humbo. PEPCO Bethesda à Djidja Souvelain. Membres du conseil d'administration, cadres, techniciens et agents à divers niveaux, tous sont allés toucher du doigt les activités menées par l'association en marge de l'épargne et du crédit. Des activités essentiellement agricoles. Nous faisons la production du maïs, du soja, du manioc et de l'arachide. Nous faisons également le niébé, les pois d'Angole. Nous faisons le levage des volailles, des lapins et des porcs. La politique de diversification permet à l'association de soutenir sa stratégie de développement. PADER, qui est la promotion d'une agriculture durable et économiquement rentable, d'ici quelques années va s'imposer comme étant un projet d'envergure au Bénin. Si nous ne voyons pas que c'est une vision commune, réellement chacun va travailler de façon isolée et on ne pourra pas accompagner correctement la direction générale dans les objectifs qu'elle veut atteindre. Quand ils vont comprendre la vision, c'est clair, on aura plus de facilité à déployer convenablement notre politique sur le terrain. Donc c'est normal qu'on puisse effectuer cette descente pour leur permettre de voir tout ce qu'on peut faire dans l'agriculture pour leur montrer que désormais c'est la voie à suivre. Investir dans l'agriculture pour relever des défis, c'est une vision du gouvernement de Patrice Talon qui trouve ici
tout son sens. C'est d'abord d'optimiser nos profits par rapport aux opportunités que le gouvernement propose à travers ces politiques, à travers la mise en œuvre de ces politiques. La réforme concernant l'importation des produits congelés, quand nous on a appris qu'il y a des réformes dans ce sens, on s'est apprêté pour vraiment capter le plus possible les opportunités qui sont offertes à ce niveau. Nous avons commencé par faire en même temps de la production de volailles, de poulet Goliath, pour vraiment montrer aux jeunes que oui, et surtout à la population que voilà, on peut y aller. Accompagnons le gouvernement de cette manière et ce qui est sûr, c'est que c'est le Bénin qui va en sortir très grand. L'implication dans l'agriculture porte sur plusieurs volets. La professionnalisation, la mécanisation, la recherche, les actions et innovations, le renforcement de capacités des jeunes entrepreneurs bénéficiaires de financement pour contenir le risque. Après Djidja, elle entend reproduire l'expérience sur 2 autres exploitations, l'une à Outo sur 120 hectares et l'autre à Kétou sur plus de 200 hectares. Pendant que nous parlons d'agriculture, retenez que la Société nationale de la mécanisation agricole, SONAMA, a organisé une démonstration de ses équipements en présence de nombreux producteurs et responsables d'institutions. Ces responsables sont venus de plusieurs pays, un moment clé où la SONAMA a réaffirmé son rôle d'accompagnateur dans la mécanisation et l'irrigation des exploitations agricoles. Enoch Rumpati était de la partie. La mécanisation agricole en plein essor au Bénin. Pendant 72 heures, partenaires, responsables d'institutions et producteurs venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et centrale ont découvert avec enthousiasme les équipements de la Société nationale de la mécanisation agricole, SONAMA. Et une fois qu'on a présenté les machines, on leur montre un peu le bénéfice de l'agriculture de conservation du sol par rapport à une agriculture traditionnelle et comment est-ce que ça avance. Et on leur montre des outils innovants que soit nous fabriquons nous-mêmes à la SONAMA, soit nous achetons, mais qui peuvent leur servir pour toujours bien conserver le sol. Ces équipements subventionnés par l'État visent à améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Il n'y a pas de bonne agriculture sans des agriculteurs qui gagnent bien leur vie. Et je pense que le programme de mécanisation participe à cette action qui vise à rendre la vie des agriculteurs et leurs revenus plus positifs. La SONAMA joue un rôle clé dans la mécanisation et l'irrigation agricole, répondant aux attentes de ses partenaires grâce à des solutions adaptées et innovantes. Ce n'est pas nouveau, mais ce que nous avons vu ici, c'est pertinent parce qu'il y a certaines choses ici, on n'a pas vu ça au Mali. Concernant les machines à semis comme ça, je n'ai pas vu ça au Mali d'abord. La mécanique culture, là, ça a beaucoup avancé vraiment, je crois. Nous avons vu un dispositif impressionnant de machines qui vraiment vient faciliter la vie à nos paysans et surtout pour nous aussi qui sommes dans la formation technique agricole. C'est une plateforme, un outil pédagogique vraiment de taille pour nous aider dans la transmission du savoir à nos apprenants au cours de nos situations d'apprentissage. Sincèrement, ce n'est pas que je jette des fleurs à la SONAMA, mais c'est magnifique. On arrive à régénérer nos terres. C'est impressionnant. Si vous n'avez pas une bonne terre et vous avez toutes les techniques, ça sert à quoi? La démonstration pour montrer l'impact de l'eau sur nos terres. Pour les producteurs ne pouvant pas acquérir ces équipements, l'institution propose des prestations de services accessibles. Vous avez la possibilité de les acheter et vous avez la possibilité de faire de la location en passant par nos différents CAT répandus sur le territoire national. Les pièces de rechange également sont accessibles. Et vous avez des agroéquipementiers qui vous accompagnent dans l'installation de vos cultures à travers des itinéraires techniques adaptés. Les démonstrations ont eu lieu sur le site d'expérimentation de la SONAMA au Para, dans la commune de Tchaourou. Santé à présent, l'antenne SRTB de Parakou aux côtés des hommes pour la lutte contre les cancers masculins, elle a organisé une séance de sensibilisation et de dépistage du cancer de la prostate à l'endroit des hommes de Radio Parakou. Écoutons ici quelques responsables et participants interrogés par Michael Nouati et Dorcas Tito Tchaledji. La question de la santé, elle est cruciale et nul n'est à l'abri de tout ce qui pourrait arriver. Par conséquent, l'opportunité qui nous est offerte, nous avons l'obligation de pouvoir la saisir. Apparemment, il y a des critères d'âge
Et je voudrais inviter toutes les personnes concernées à se rendre vraiment disponibles. Mettons-nous au-dessus des préjugés et travaillons à notre santé. Il faut dire que nous avons enregistré l'engouement des hommes parce qu'ils ont répondu présents, nombreux, à cet appel de l'Amicale des femmes. Une trentaine d'hommes ont été dépistés et des conseils ont été prodigués. Beaucoup ne savaient pas, par exemple, qu'il faut faire un bilan chaque année, au moins une fois à l'an, pour avoir un aperçu de son état de santé génitale. Donc ça a été l'occasion de demander à nos hommes de penser à se faire dépister régulièrement. La prévention du cancer de la prostate réside ici dans la détection précoce. Donc nous appelons ici tous les hommes de 45 ans au moins à venir se faire dépister pour le cancer de la prostate. Nous avons environ eu à examiner une trentaine de patients qui ont été très bien réceptifs et nous leur avons fait le nécessaire, l'examen clinique et les bilans biologiques. Et nous pensons qu'avec la communication qui est passée, nous pourrions avoir dans l'avenir plusieurs autres patients. Santé encore, avec cette bonne nouvelle pour les populations de Dassazoumé et de Glazoué. L'hôpital de zone des deux communes vient d'être doté d'une maternité moderne. C'est l'une des réalisations de la première phase du projet dénommé Équité ensemble pour une qualité de soins inclusive et transparente orientée vers l'égalité genre. Le ministre de la Santé a procédé à l'inauguration de l'infrastructure. Pierrette Adayossi. La nouvelle maternité de l'hôpital de zone de Dassa-Glazoué inaugurée est dotée de salles de consultation, d'échographie, d'accouchement, de réanimation, d'hospitalisation et de garde. À cela s'ajoute un bloc chirurgical réhabilité et un service de pédiatrie modernisé. C'est un des importants fruits du partenariat entre l'État béninois et ses partenaires français et belges à travers le projet Équité, première phase. Ces travaux réalisés pour un montant approximatif de 272 millions de francs CFA facilitent également la prise en charge des complications obstétricales et néonatales, contribuant ainsi à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale dans le département. Par ailleurs, elle offre au personnel soignant un cadre de travail plus stimulant et motivant, contribuant ainsi à la mise en place de meilleures conditions de travail. Nous étions dans un bâtiment très exigu qui ne répondait plus aux normes compte tenu de l'augmentation des prestations de santé. Il ne disposait que de 3 salles pour accomplir les différentes missions qui lui sont assignées. Recevez les sincères remerciements du personnel de santé pour nous avoir offert de meilleures conditions de travail. Je m'engage à ce que cette majestueuse fonctionne dans les normes, avec les qualités requises, maintenant et toujours. C'est un ministre de la Santé comblé qui a pris la parole pour mettre officiellement en service la maternité. Il invite les agents à en prendre soin. Chers agents, je vous invite à garantir un bon accueil. Que dis-je? Un accueil sublime. Très bon accueil, allant au-delà même de ce que vous pourriez vous espérer dans une structure sanitaire. Je voudrais donc saisir la présente occasion pour vous prier de transmettre à Madame l'ambassadrice et à l'ensemble du gouvernement français les remerciements du gouvernement du Bénin pour cet important appui. Je voudrais aussi exprimer la reconnaissance du gouvernement du Bénin à Enabel et à son partenaire stratégique qu'est l'Agence française de développement ainsi qu'à l'équipe du projet Équité pour l'efficacité avec laquelle le projet Équité 1 a été conduit. L'AFD a en effet choisi de réinvestir dans une nouvelle phase du projet à travers Équité 2 pour un montant de 9,8 milliards de francs CFA. Il permettra la rénovation et l'équipement de nouvelles infrastructures sanitaires et mettra un accent particulier sur les stratégies et actions de réduction des violences basées sur le genre et des maladies non transmissibles en lien avec la politique de santé communautaire du Bénin. Équité 2 va contribuer à réduire les inégalités et cela en prenant en compte les besoins spécifiques des femmes et des hommes, et cela dans l'accès amélioré à des services de soins de santé de qualité.
Équité 2 va aussi améliorer la gouvernance locale du système de santé et faciliter l'accès à des soins de qualité pour les populations du département des Collines et de la commune de Tchaouro. Les premières journées scientifiques sur la néphrologie ont démarré à Cotonou. Les participants sont venus de plusieurs pays. C'est une occasion pour eux de se pencher sur l'insuffisance rénale et ses ravages. Ensemble, ils vont réfléchir sur les stratégies et mécanismes à déployer pour désormais contrer l'évolution de cette maladie. C'est ce que nous disent ici Wenceslas Awaimo et Gilles Dansou. La néphrologie, étude des reins, de leur physiologie et de leur maladie. Cette maladie rénale chronique représente alors un défi majeur pour la santé publique. Ces journées scientifiques se penchent sur le sujet qui freine également le développement dans bon nombre de pays à revenus intermédiaires. Face à la montée préoccupante de cette maladie, il est impératif de développer des approches innovantes et durables, adaptées aux contextes locaux. Ce n'est pas facile. Ces 3 jours d'échange et de réflexion seront une opportunité unique pour partager des expériences, et il y en a. Les statistiques parlent et il est important de fédérer les énergies pour venir à bout de cette pathologie. Aujourd'hui, on estime à 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent d'une maladie rénale, dont la plupart viennent des pays à revenus faibles ou intermédiaires, et une grande proportion n'a pas accès au diagnostic, à la prévention et au traitement. Ainsi donc, l'étude du Global Burden of Disease prévoit que le vieillissement des populations et la croissance démographique se traduiront par de fortes augmentations de la prévalence de l'insuffisance rénale dans les pays à faible revenu au cours des prochaines décennies. Nos efforts se concentrent sur la prévention, le dépistage précoce et la mise à disposition de traitements adéquats pour nos patients. Cet événement, dont l'importance n'est plus à démontrer, est une occasion unique pour les experts en néphrologie, les chercheurs et les praticiens de divers horizons de partager leurs connaissances et de renforcer les capacités dans le traitement de cette maladie. Des communications sur la maladie et ses manifestations sont inscrites au programme de ces journées scientifiques. Le développement du cinéma béninois préoccupe des universitaires à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de culture, INMAC, s'en saisit. Au détour d'un colloque, l'INMAC invite tous les acteurs à lever les goulots d'étranglement à l'essor du 7e art au Bénin. Comment et que faire pour que le cinéma béninois puisse porter haut le drapeau national? Alexis Kenom et Ulvaeus Balogun ont interrogé quelques experts. Il y a 50 ans, le premier long-métrage de fiction béninois était porté sur le grand écran. Sous le signe du Vaudou de Pascal Abikanlou était considéré comme le porte-étendard du cinéma béninois. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, le cinéma béninois peine encore à briller. Le cinéma au Bénin, c'est un mythe. C'est des individus. Ce n'est pas une structure. Et pour que le cinéma marche, il faut que ça devienne une industrie. Le Nigeria est le 2e producteur mondial de films. Qu'est-ce que nous faisons avec eux? Un questionnement qui interpelle désormais les universitaires. À l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture, INMAC, la question fait l'objet d'un colloque. Dans notre pays, le cinéma a une histoire, mais le cinéma n'arrive pas à émerger. Il y a des questions à la fois épistémologiques, ontologiques, mais également de la pratique et de l'art, tout simplement. Et donc, nous voulons nous interroger sur ces problématiques pour voir pourquoi est-ce que nous sommes toujours dans ce contexte de non-émergence et de... Et donc, nous interrogeons là-dessus pour clarifier un peu la scène, le terrain, et donc d'aboutir à une aide à la décision. Une aide à la décision qui appelle tous les acteurs à se réunir autour des enjeux clés du secteur du cinéma. Nous ambitionnons que le rapport qui sera fait immédiatement à la fin contienne des recommandations. Et que ces recommandations que nous mettrons volontiers à disposition de tous les décideurs avec qui nous pourrons parler, nous pourrons aider à faire avancer le développement du cinéma chez nous. Ce colloque se veut donc le point de départ de la contribution des universitaires et des acteurs de la chaîne du cinéma au développement du 7e art et donc du tourisme et de l'économie béninoise.
C'est une première dans leur histoire. Les Guépards ont livré les 6 matchs des éliminatoires de la CAN hors du territoire national. Dans la douleur et surtout au bout de l'effort à Tripoli, le Bénin a arraché sa qualification pour une 5e fois à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Quelques jours après, Hugues Zinsouzuno revient sur la prestation des Guépards et surtout sur ce qui les attend en 2025 pour une bonne participation au Maroc. C'est le dossier du jour. Une 5e qualification encore obtenue lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires comme d'habitude. Toujours au bout du suspense, des millions de téléspectateurs béninois sont scotchés devant leur poste téléviseur. Ils sont passés par toutes les émotions. Bref, avant la délivrance le lundi soir du match à Tripoli. L'ascenseur émotionnel joue pleinement sa partition. Le Bénin jouera sa 5e Coupe d'Afrique des Nations. Sa dernière participation remonte en 2019 du côté de l'Égypte. Elle reste pour le moment la meilleure, un quart de finale historique qui a fait vibrer tout le pays. En 2021, tout comme en 2023, les Guépards sont éliminés sur le fil du rasoir à l'occasion de l'ultime journée. Les 5 dernières années paraissent un peu trop longues. Le foot local peine à retrouver ses couleurs d'antan. Michael Poté, double buteur à la CAN de 2019, donne des conseils et prévient. On n'a pas pris confiance qu'il fallait repartir à zéro psychologiquement ou autre. On est resté sur la vibe de la belle épopée 2019, quart de finale, tout ça, tout le monde parlait de nous et on a, je pourrais employer le terme s'enflammer, on s'enflammait ou pas redescendre. C'était pas de l'orgueil mal placé, mais c'était juste, on pensait que voilà, c'était peut-être un acquis. On n'a pas mis les mêmes ingrédients qu'on a mis avant d'aller à la CAN ou pendant la CAN. La CAN, c'est dans 1 an. 12 mois, on a l'impression que c'est si loin, en même temps, c'est si proche. Il faut mettre le reste des journées des éliminatoires du Mondial 2026 et des journées FIFA à profit, afin d'asseoir une équipe compétitive pour décembre 2025. Guénoro travaille dans ce sens, à la recherche de l'appel rare, de renforts, surtout de joueurs motivés et déterminés à défendre les couleurs nationales. Après le temps des émotions, c'est le moment de mettre rapidement de l'ordre dans les idées pour les actions rationnelles. C'est déjà le compte à rebours et chaque seconde vaut son pesant d'or pour un autre exploit, peut-être inédit. Vivement donc Hugues Zinsouzuno. Allons à présent sur la toile. L'annonce du changement de plan de numérotation alimente les débats. Stanislas Limpon. L'adresse téléphonique passe à 10 chiffres au Bénin. Cette annonce sonne chez les internautes comme une invite à étaler leur déboire. Est-ce que cela va réduire la consommation illégale des mots VION? C'est quoi sa valeur ajoutée pour le développement du pays? Pertinence de cette migration, récrimination, suggestion, tout y passe. Il faudra qu'ils trouvent un moyen numérique pour que cela se passe automatiquement dans nos répertoires. Sinon, ça serait un cauchemar pour les parents qui sont au village. Le basculement amuse aussi. D'autres voient l'extinction d'une célèbre génération de préfixes. Ceux qui ont les 97, 96 et 95 et pensent qu'ils ont réussi leur vie là, voilà, nous sommes tous revenus à 0,1. En 2005, le Bénin avait fait la même opération en passant de 6 à 8 chiffres pour répondre aux exigences de cette époque, selon certains commentaires. Plus rien ne m'étonne. Le tube culte de Tiken Jaffa Koli résonne en France au festival dénommé Nuit de Champagne. Reprise en chœur par plus de 800 choristes européens, la prestation de la star ivoirienne emballe la toile. Voilà des Blancs qui dénoncent la malfaisance de leurs ancêtres. Incroyable. Merci d'être là pour la justice. Au-delà du caractère exceptionnel de sa prestation, de nombreux internautes voient à travers le concert de la figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des peuples africains une occasion d'appeler à nouveau à la mobilisation de tous contre la dislocation de l'Afrique et du monde. Moi, je suis le plus heureux parce que
Moi, mon rêve, c'était de chanter avec une chorale de 10 personnes. Et ce soir, il y a 900 personnes. 900, quand même. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde. Terminons par un aperçu de l'actualité internationale. C'est une compilation de Christelle Tongodo. Le Sénégal commémore le massacre de dizaines de tirailleurs africains par les forces coloniales françaises près de Dakar en 1944. Un 80e anniversaire dont les nouvelles autorités veulent faire un marqueur d'une mémoire africaine commune, mais aussi de la relation avec la France. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et d'autres chefs d'État présents participent aux commémorations qui se tiennent au cimetière et au camp militaire de Tiaroy. La France est représentée par son ministre des Affaires étrangères. Des Namibiens expriment des sentiments mitigés au lendemain d'élections chaotiques qui se sont achevées après 4 jours de vote marqués par de nombreuses irrégularités et cafouillages. Nous ne pouvons pas dire que ces élections ont été libres et équitables car il y a eu beaucoup de ratés, déclare un citoyen. Le président sortant des États-Unis, Joe Biden, effectuera une visite officielle en Angola du lundi 2 au mercredi 4 décembre 2024. Les Angolais se préparent activement à l'accueillir. Ce sera la première visite officielle d'un président américain en fonction en Afrique depuis celle de Barack Obama en 2015. Plusieurs sources officielles indiquent que cette visite s'inscrit dans la continuité du sommet des dirigeants USA-Afrique de décembre 2022 et de la visite du président angolais aux États-Unis en novembre 2023. Fin de ce journal, agréable fin de week-end à vous.